Général Maril, bonjour. Vous êtes général de brigade et historien. Vous avez commandé le 21e régiment d'infanterie de marine et vous êtes ensuite devenu attaché de défense au Tchad, puis au bureau Afrique de la direction militaire du renseignement, dont vous avez été le directeur opération adjoint. Vous êtes aussi l'ancien directeur du Centre historique des archives de la Défense à Vincennes. Vous êtes un auteur prolifique en matière d'ouvrages militaires. Vous avez co-dirigé le dictionnaire des opérations extérieures de l'armée française depuis 1963, aux éditions du Nouveau Monde. Vous avez aussi écrit l'histoire des guerres révolutionnaires et impériales, 1789-1815, toujours aux éditions du Nouveau Monde. Oui, c'est vraiment une guerre très étonnante. Ce n'est pas une guerre de haute intensité, c'est une guerre intégrale, c'est-à-dire qu'elle intègre des nouveaux éléments techniques, en particulier donc le numérique, qui fait que vous avez une ubiquité du danger, parce que vous avez un renseignement d'objectifs qui est permis grâce à l'utilisation notamment des drones et des satellites, qui font que l'adversaire est toujours en danger. Et donc vous avez un renseignement d'objectifs qui est extrêmement dangereux pour toutes les unités qui sont engagées sur ce front. Et comme les Russes et les Ukrainiens, finalement, adoptent le même système de défense, ça aboutit à ce paradoxe que cette modernité nous ramène à un combat de type 14-18, parce que qu'est-ce qui est de plus fluide et souple que le fantassin? Donc le fantassin reprend une place qu'il avait perdue, et ce fantassin a besoin de pouvoir évoluer dans un univers qui est très proche de celui de la Grande Guerre, avec les relèves de nuit et la logistique de nuit, et qui fait que le fantassin devient la pièce maîtresse du dispositif de la guerre, alors qu'on aurait pu penser que grâce à la modernité, ça serait les avions, ça serait l'artillerie à grande portée, ça serait les blindés qui apporteraient la décision. Donc cette ubiquité du danger, de part et d'autre, aboutit finalement à un enterrement du front. Et cet enterrement du front, eh ben, ça évoque la Grande Guerre. Oui, je pense que l'artillerie, ça aide les artilleurs et les tankistes à être plus efficaces. C'est le renseignement d'objectifs. Et en même temps, c'est plus risqué pour eux aussi, parce qu'il y a les tirs de contre-batterie qui peuvent être immédiats, etc. Où nous, on a vu, par exemple, un BMP-3 qui était planqué derrière une colline. Il y avait rien, il y avait un BMP-3. Et les Ukrainiens l'ont tapé peut-être avec un HIMARS ou un obus GPS. Mais ils l'ont ciblé, c'est-à-dire qu'ils font du ciblage. Oui, c'est le renseignement le drone, en fait, aide à être plus efficace, mais aussi donne aussi plus de risques à... Oui, c'est ça. D'où l'infanterie, effectivement. Par contre, effectivement, l'infanterie, on ne perd pas plus facile de circuler avec des... Les unités, d'ailleurs, russes, par exemple, on a vu les relèves, c'était toujours de nuit. Et de nuit, il n'y a pas de problème. Pour les fantassins, les rotations sont toujours de nuit. Le ravitaillement, c'est toujours de nuit. Comme pendant la Grande Guerre. Est-ce que pendant 15 ans, on a parlé de guerre asymétrique, de guerre contre le terrorisme, etc., dans les armées occidentales qui se sont adaptées, notamment avec la montée en puissance des forces spéciales. Là, on revient un peu à une guerre symétrique, à la guerre des anciens, des grands anciens. Est-ce que... pour vous, c'est une surprise Non, ce n'est pas une surprise. Pour moi, en fait, j'ai toujours trouvé que la place énorme que l'on donnait aux forces spéciales dans les concepts d'emploi des forces était caractéristique de conflits de basse intensité où on se rapproche d'actions quasiment de maintien de l'ordre ou de libération d'otages ou de frappes très ponctuelles, alors que la guerre, c'est avant tout une affaire de masse. Et l'on a redécouvert avec ce conflit en Ukraine que la guerre et que Dieu est avec les gros bataillons. Donc ça a complètement ramené du bon sens dans les états-majors, puisqu'on était parti dans une conception de la guerre où, en fait, la guerre se faisait d'une façon du faible au fort, alors que là, on se retrouve dans une guerre du fort au fort, et qui fait que le modèle occidental que nous avons développé, notamment en France, un modèle d'armée à très petits effectifs, sans arrière-plan stratégique au niveau des effectifs, qui fait qu'on se retrouve maintenant dans presque une impasse si on ne modifie pas la profondeur du champ humain que représentent les effectifs. Les Occidentaux vont livrer des chars lourds à l'Ukraine. Est-ce que ça vous paraît être de nature à pouvoir rééquilibrer le rapport de force, voire même à donner l'avantage aux Ukrainiens pour créer une percée sur le front et reprendre leur contre-offensive?
C'est difficile à dire. Je pense que on accorde peut-être trop de crédit aux blindés allemands ou occidentaux par rapport aux blindés russes. Je pense que l'emploi des blindés se fait toujours en masse. C'est une arme de rupture lorsqu'on est en offensive, ou c'est l'arme de la contre-attaque par excellence lorsqu'on est en défensive. Donc ça demande des centaines et des centaines de chars. Un char sur un champ de bataille, c'est très vulnérable. S'il est engagé en masse pour faire une bataille de rupture, il faut s'attendre à ce qu'il y ait en face de lui des armes anti-chars très puissantes qui seront capables d'en détruire un bon nombre. Pendant la campagne de Russie de 1941 à 1945, les Soviétiques ont perdu de l'ordre de 90 000 blindés et les Allemands de l'ordre de 50 000 blindés dans cette guerre. Donc le blindé est quelque chose qui génère forcément des destructions et aussi des pertes très importantes dans ses rangs. Donc 300 blindés, 350 blindés, oui, ça peut faire momentanément une différence, mais elle sera momentanée. Dans cette guerre, on voit l'apparition de sociétés militaires privées. Évidemment, la plus connue, c'est Wagner, du côté russe. Il y a aussi une société militaire privée qui œuvre du côté ukrainien, qui a pris le nom de Mozart en réponse au chef d'orchestre réquisitionné par l'armée russe. Comment est-ce que vous jugez les Américains ont employé aussi des SMP en Irak sur des missions de protection rapprochée ou des missions de combat comme à Fallujah. Quel regard vous portez sur ce recours à des forces privées, paramilitaires, para-étatiques, dans un conflit, finalement, on vient de le dire, qui est somme toute assez classique et conventionnel? Oui, c'est une chose qui m'a un peu surpris. Qu'on emploie des unités privées à l'extérieur pour être le bras armé mais non déclaré d'un État, c'est assez compréhensible. Qu'elles soient engagées en masse comme elles l'ont été dans cette guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui, moi, m'a surpris. Alors je pense que ça vient du fait qu'à un moment donné, les Russes ont fait un peu l'impasse sur leur infanterie. Ils ont créé un modèle d'armée qui ressemble beaucoup aux armées occidentales, avec de l'aviation, de la haute technologie, des missiles, et que la réalité de la guerre les a surpris eux aussi. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que le besoin en infanterie soit aussi énorme et aussi décisif dans ces guerres. Donc, je pense que le fait qu'ils aient sous la main une société privée qui était capable de mobiliser des milliers et des milliers de soldats, puisque finalement, on pense que d'après ce que je sais, il y aurait entre 40 000 et 50 000 soldats de Wagner en Ukraine. Ça leur a permis d'avoir une infanterie qui leur manquait. D'où le fait que la mobilisation partielle qu'a fait le président Poutine a redonné du nerf à l'infanterie russe. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle réapparaît sur les champs de bataille, qu'elle a été capable de relever en partie Wagner sur le front de Soledar et de Bakhmout, et qu'il y a une remontée en puissance de l'infanterie classique russe. Donc tout ça, c'est la marque que la guerre a surpris tout le monde et qu'elle a ses propres règles. Et il y a un général allemand de la Première Guerre mondiale qui disait « Le meilleur professeur est la guerre, mais ses leçons coûtent cher ». Et c'est ce qu'ont découvert les Ukrainiens et les Russes. La société militaire privée, c'est un concept anglo-saxon. C'est les Américains qui l'ont, et les Britanniques et les Sud-Africains qui l'ont inauguré. Ça a permis de structurer des forces qui auparavant étaient qualifiées de mercenaires. Là, c'est des structures juridiques, des contrats, enfin des choses, une existence légale et officielle, avec même de la publicité parfois. Maintenant, c'est chez les Russes aussi. Comment expliquez-vous que les Européens ont toujours fait l'impasse sur le sujet, parce qu'on voit bien, comme vous venez de le dire, que côté russe, là, dans cette guerre, la société militaire privée Wagner vient combler aussi une faiblesse peut-être des forces, ce qu'on appelle les réservistes dans l'armée française, des forces de réserve qui n'étaient peut-être pas suffisantes sur le plan technique et sur le plan quantitatif. Comment vous expliquez que les Européens ont toujours fait l'impasse là-dessus, et est-ce qu'il y a un début de réflexion sur le sujet ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un début de réflexion sur le sujet, mais en fait, les Occidentaux, on sait qu'on a toujours agi dans le cadre récemment, en tout cas dans les 20 dernières années, de coalitions dans lesquelles le grand frère américain assurait l'essentiel. Et donc, on était un peu des forces d'appoint. Et donc, on n'avait pas besoin d'avoir des effectifs très importants. Et la configuration de l'armée française en soldats professionnels, avec les régiments que nous possédions, nous permettait d'assurer le rôle que la France avait décidé de jouer dans ces interventions. Donc, pas un grand besoin d'avoir un arrière-plan humain très important pour soutenir l'action de l'armée française. Donc, aujourd'hui, il y a une réflexion à mener dans ce cadre-là, effectivement. Vous avez connu, quand vous avez commencé à servir, le risque, c'était l'armée soviétique. Oui. Vous étiez la réflexion stratégique et même les entraînements étaient tournés autour de l'ennemi soviétique. Aujourd'hui, on dit que le soldat russe n'est pas formé, qu'il manque de munitions, qu'il y a erreur tactique sur erreur tactique, etc. Est-ce que vous considérez que c'est justifié, ou quelle est la valeur du soldat russe aujourd'hui, et de l'équipement russe d'ailleurs plus largement dans cette guerre? Je dirais que lorsqu'on analyse l'armée russe, il faut savoir si nous-mêmes nous serions capables de supporter les pertes qu'elle supporte. Parce que l'essentiel de la guerre, c'est la volonté et le courage du soldat. Vous pouvez avoir des très bons équipements, si le soldat n'est pas motivé et n'accepte pas de risquer sa vie dans des conditions dramatiques du combat d'aujourd'hui, il est certain que la solidité de cette armée ne sera pas bonne. Donc la première des choses que je constate, c'est le courage des Ukrainiens et des Russes dans cette guerre. Ils ont une volonté farouche de vaincre, et cette volonté farouche, elle s'exprime à travers la férocité des combats. Deuxièmement, nous avions fait l'impasse sur l'artillerie. Nous avions, au moment du déclenchement, le 24 février de la guerre en Ukraine, 119 canons. 119 canons pour l'armée française. Nous avons 200 chars lourds. Donc on a une armée qui était vraiment en configuration minimale pour assurer les missions telles que les gouvernants français, depuis 30 ans, s'imaginaient que la France devait avoir. Et ce format d'armée ne correspond pas au danger. Donc, les Russes, eux, de leur côté, ont toujours cru aux canons, ils ont toujours cru aux chars, ils ont une réserve importante de blindés qui leur permet de tenir le coup dans une guerre où les pertes sont importantes. Donc moi, j'aurais une vision plus modeste des Occidentaux vis-à-vis du modèle soviétique, enfin du modèle russe, pardon, qui fait que je pense que peu d'armées auraient été capables de supporter les pertes qu'ils ont subies aujourd'hui et de se montrer aussi efficaces et aussi volontaires dans leur combat au quotidien. On parle de combat d'attrition sur toute cette ligne de front, notamment dans le Donbass en ce moment à Bakhmout. Certains déplorent ou se félicitent qu'il n'y ait pas de mouvement d'un côté ou de l'autre vraiment significatif. On sait que les Russes, les Ukrainiens ont mené une contre-offensive sur Izium qui leur a permis de récupérer un certain nombre de territoires. Les Russes grignotent du côté de Bakhmout, ils ont pris Soledar, etc. Du côté de Zaporizhzhia aussi, il y a une percée de 30 km. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de mouvement significatif, mais que ce soit finalement du grignotage, ça vous paraît... c'est le signe de quoi, en fait? Alors, moi, ça me surprend beaucoup, compte tenu des espaces de ce front, on aurait pu imaginer qu'il y ait des grandes manœuvres de part et d'autre pour justement contourner ces défenses et faire des manœuvres en tenaille ou en revers ou en contournement. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que les armées se neutralisent, ça veut dire qu'il y a des éléments du champ de bataille qui forcent les deux adversaires à être extrêmement prudents dans leur mouvement. Lorsque les Ukrainiens ont repris une partie du territoire qu'ils avaient perdu au début de l'offensive et de l'attaque russe, ils avaient réussi à faire des rapports de force de 9 contre 1. Et donc c'est le rapport de force qui détermine en fait la victoire. Donc tant que les adversaires n'arriveront pas à faire des rapports de force suffisants pour pouvoir rompre un dispositif, ils auront du mal à sortir de cette phase statique. Cette phase statique qui fait quand même penser à la Première Guerre mondiale. Quand on regarde ce que disait Joffre en 1915, je les grignote
lorsqu'il faisait toutes ces petites offensives pour gagner quelques kilomètres ou quelques collines qui étaient prises avec un prix exorbitant du sang humain des soldats français, on s'est rendu compte que cette phase de grignotage a épuisé l'armée française, puisqu'on avait un taux de perte supérieur aux Allemands de 60%. Donc tout ça, ça veut dire que si ces deux adversaires s'enterrent, si les deux adversaires acceptent ce combat dit de grignotage, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Vous êtes un fin connaisseur de l'Afrique, et pour revenir à Wagner, on sait que cette société militaire privée est implantée depuis plusieurs années, d'abord en Afrique du Nord, notamment en Libye, mais qu'elle a aussi elle a étendu sa zone d'influence à la Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, à d'autres États. Est-ce que c'est surprenant pour vous? Et quel est le manque que Wagner vient combler dans ces pays? Alors je pense que c'est pas, un manque. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a un désamour entre notamment la France et ses anciennes puissances colonisées qui, au terme de difficultés rencontrées sur le terrain face aux djihadistes, ou des difficultés aussi politiques avec les différents coups d'État qui ont marqué, notamment au Mali, la prise de pouvoir de militaires, qui fait qu'ils se sentent peut-être plus proches de la Russie, qui a un régime plus autoritaire, que de la France, qui a un régime démocratique, qui souvent critique ce genre d'action. Donc, le fait qu'au sommet de ces États, vous avez des dirigeants qui ont une sensibilité plus proche du président Poutine que du président Macron, il y a un malaise qui s'est instauré avec une propagande anti-française qui a été menée et développée assez habilement, ou en tout cas qui a su trouver un terreau favorable dans les populations africaines, qui fait que la France se retrouve en difficulté dans ces pays-là. Et cette difficulté, eh bien, Wagner en profite pour s'implanter. Alors on sait que la force Barkhane s'est retirée du Mali. Par contre, Wagner, il développe sa présence en parallèle de son implication dans la guerre en Ukraine. Est-il possible pour une société militaire privée comme Wagner de faire aussi bien, voire mieux que la force Barkhane face aux djihadistes, aux populations rebelles? Je ne pense pas. Je pense que, vu l'étendue du théâtre d'opération, vu les modes d'action des djihadistes, il faut beaucoup de moyens de renseignement. Et ces moyens de renseignement, à mon avis, vont faire défaut à Wagner. Il faut aussi une mobilité tactique très importante. La troisième dimension ont un rôle très important dans cette lutte contre les djihadistes. Les forces spéciales françaises ont su trouver des modes d'action assez efficaces pour annihiler une partie de ces bandes lorsqu'elles étaient découvertes. Donc c'est vraiment des actions coup de poing. Vous ne pouvez pas contrôler un pays aussi immense que le Mali ou la zone sahélienne ou saharienne de cette partie du monde sans avoir beaucoup de moyens de troisième dimension et des moyens satellitaires et autres pour pouvoir acquérir du renseignement. Donc je pense que Wagner ne saura pas être à la hauteur de ce défi. Est-ce que selon vous, la Russie, notamment via Wagner, a déjà remplacé la France en Afrique? Est-ce qu'on peut parler finalement de Russe-Afrique? Et comment expliquer la présence et l'intérêt de la Russie en Afrique? Alors d'abord, je pense que c'est un peu un retour de la Russie en Afrique. Au moment de l'effondrement du bloc soviétique, vous aviez un certain nombre de pays africains qui étaient d'obédience marxiste. Par exemple, le Congo, pour ne citer que lui, ou l'Angola, étaient quand même des pays qui étaient très marqués dans la guerre froide du côté soviétique. Donc, il y a eu, bien sûr, avec l'évolution historique, un recul en Afrique de la Russie, héritière du bloc soviétique, et qui fait que pendant une trentaine d'années, la Russie a été assez absente de l'Afrique, compte tenu des problèmes internes qu'elle avait à régler avec ses propres difficultés. Donc je dirais que c'est un retour de la Russie en Afrique. Ce retour, il faut le mesurer au niveau économique. La Russie, c'est 17 milliards d'échanges entre l'Afrique et elle. Pour donner un ordre d'idée, l'Europe, c'est 275 milliards.
La Chine, c'est 200 milliards. L'Inde, c'est 73 milliards ou 75 milliards, et la Turquie, 53 milliards. Donc vous voyez que dans les rapports économiques, la place de la Russie est relativement faible pour le continent africain. En revanche, et c'est un peu le sens du voyage de Lavrov, du ministre des Affaires étrangères russe, en Afrique, où il est allé au Cameroun, il est allé en Angola, en Namibie, au Zimbabwe et autres, pour développer des accords cadres technico-défensifs dans lesquels la Russie marque par cet élément technique, qui est l'armement, qui est les accords de défense, ou les accords économiques de défense, pour pouvoir se réimplanter et développer ces accords avec ces pays-là, pour en fait permettre des investissements économiques dans ces zones-là. Donc c'est un retour qui n'est pas aussi fort que les médias le montrent, à mon avis, mais qui est réel. Les Européens, notamment la France, sont critiqués par certains pays africains, par certains dirigeants, pour le passé colonial et puis pour des valeurs qu'on tenterait d'imposer à l'Afrique. Et de l'autre côté, la Russie, comme les États-Unis, sont des hyper pragmatiques. On l'a vu, les États-Unis sont retirés d'Afghanistan après 20 ans de guerre. On signe un accord de paix avec les talibans. Est-ce que, finalement, vous qui connaissez bien l'Afrique, le pragmatisme, la réelle politique n'est pas aujourd'hui ce qui permet de progresser, d'éviter les critiques et de renforcer et de développer sa présence sur le continent noir? Alors, la France a beaucoup d'atouts encore en Afrique et a beaucoup de possibilités pour rebondir. Maintenant, vous savez, on a l'impression que les Français n'aiment pas leur propre histoire. Donc, si les Français n'aiment pas leur propre histoire, comment voulez-vous que les gens nous apprécient? Ils laissent la place à tous les fantasmes et à toutes les, j'allais dire, les erreurs et hérésies historiques sur la présence de la France en Afrique. Donc, c'est déjà une de nos propres faiblesses, c'est-à-dire qu'on présente l'histoire de la France sous un jour très très négatif à nos propres jeunes, et donc cet aspect négatif de l'histoire de France, les adversaires de la France s'en servent pour critiquer et pour affaiblir l'image de la France dans ces pays-là. La deuxième chose, c'est que on a une politique qui, quelquefois, s'accommode relativement bien de la réalité pragmatique, comme au Tchad, et au Mali, on est offusqué du coup d'État militaire qu'ont fait les Maliens. Et donc, les Maliens se servent de ce rapport ambigu vis-à-vis des gouvernants africains pour mettre le doigt là-dessus, pour montrer que la France n'est pas cohérente dans son action et que finalement elle n'est pas aussi nette dans ses engagements politiques à l'extérieur qu'elle prétend l'être. Et donc tout ça, toutes ces petites contradictions sont mises en exergue et permettent à des gens mal intentionnés de faire de la France une sorte de repoussoir sur lequel les populations locales finalement croient que la France a vraiment un très mauvais passé vis-à-vis d'eux et aboutit donc à une sorte de haine. Et cette haine aboutit à ce que, dans certains pays, la France est rejetée. Vous avez travaillé à la direction du renseignement militaire. Vous avez observé aussi que Wagner, les Russes ont mené des opérations psychologiques, des psyops en Afrique contre l'armée française. Est-ce que ça vous a surpris? Et comment l'armée française, qui se retrouve un peu avec un adversaire paramilitaire, en fait, privé et paraétatique, peut réagir? Alors, c'était une question excellente et difficile. L'armée française en tant que telle, elle ne peut réagir qu'en étant exemplaire dans son comportement sur le terrain et vis-à-vis des populations, et d'essayer de montrer que ce qu'elle fait, c'est pour les populations et pour la sécurité des populations. Après, c'est au niveau gouvernemental français de réagir et de mettre en exergue les fautes et les mensonges qui
qui nous sont imputés. Donc, vous savez, le montage qu'avait essayé de faire Wagner sur des soi-disant massacres de l'armée française pour essayer de faire croire qu'il y avait des exactions qui étaient commises par l'armée française. Il s'est trouvé qu'il y avait un drone de surveillance qui a montré que c'était Wagner qui était en train de faire un montage, en fait, pour essayer de discréditer l'armée française. Donc, effectivement, on a affaire à des gens qui ne sont pas toujours très loyaux à notre égard, mais qui font feu de tout bois pour s'implanter. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour l'armée française ou les armées occidentales, les armées européennes en général, de cette guerre? Ou est-ce que, par exemple, pour la France, on sait qu'il y a la dissuasion nucléaire, etc., et on peut finalement considérer que, certes, c'est une guerre en Europe, mais que finalement, ça ne nous concerne pas et qu'il n'y a pas forcément d'adaptation majeure, de conséquences majeures à en tirer pour nous? Il y a de grandes conséquences à tirer. La première, c'est que l'esprit de défense doit être développé en France. Sans esprit de défense, il n'y a pas d'armée. Et sans esprit de défense, il n'y a pas de défense nationale. Et donc, en France, le patriotisme est quand même une vertu qui a longtemps été brocardée, voire considérée comme étant un élément politique, alors que pour les Ukrainiens, c'est un élément vital de la survie. Donc on voit bien que le patriotisme est à la base de la réussite des armées ukrainiennes. Sans patriotisme, ils se seraient effondrés. Donc la première des choses à trouver, pour nous, Français, c'est le moyen de réintroduire le patriotisme dans le cœur des Français. Au niveau militaire, on vient de voir que la masse joue beaucoup et que nos armées à petit modèle presque d'échantillonnage en artillerie, en chars, en fantassins, font que ce modèle-là, qui était adapté aux guerres ultramarines de faible intensité, n'est pas du tout adapté aux dangers que courent aujourd'hui les pays européens dans le cadre de ces conflits qui marquent l'Europe. Ensuite, ce conflit montre qu'il faut revenir à un modèle d'armée qui possède une profondeur stratégique. Et cette profondeur stratégique, outre le nucléaire, c'est aussi les effectifs. Et ce manque d'effectifs des armées occidentales est criant, et il faudra bien faire quelque chose pour combler cela, notamment en développant un système de réserve plus important, voire de service national rétabli, pour que la France possède ce réservoir d'hommes qui fait tant défaut, par exemple aux Ukrainiens ou aux Russes aujourd'hui, qui recherchent partout des hommes pour affronter les dangers du champ de bataille. Donc ça, c'est les deux grandes leçons que je tirerais pour le modèle occidental. On avait les tensions entre militaires français et Wagner se sont-elles accrues en Afrique depuis le 24 février 2022 ? Oui, elles se sont accrues dans la mesure où ça a abouti à nous mettre dehors, mine de rien. Là où il y a Wagner, en fait, la leçon, c'est quand Wagner arrive quelque part, les Français s'en vont. C'est ça. La tension réelle entre les deux, c'est pas une tension entre les hommes, c'est une tension entre les systèmes politiques. Techniquement, de ce que vous avez pu en voir, ou les retours que vous avez, on l'a vu notamment, les Wagner sont apparus en fait en Syrie au départ, comme force d'appoint des forces de Bachar el-Assad, notamment à Palmyre. Est-ce que techniquement, des forces comme ça d'une société militaire privée, avec des anciens de l'armée russe, d'unités spécialisées, est-ce que ça vous paraît, est-ce qu'il y a une pertinence, est-ce que ça vous paraît pouvoir être efficace sur certains théâtres d'opérations extérieures? Wagner en fait la preuve, comme les sociétés américaines de contracteurs. Donc effectivement, c'était une possibilité. Alors quels sont les avantages par rapport à des unités régulières? Ce sont des contrats. Donc ce sont des gens qui sont payés pour faire une mission et puis ensuite sont laissés à eux-mêmes. Donc ça rappelle les grandes compagnies du XVe siècle en France, sur lesquelles Duquesclin avait dû d'ailleurs lutter férocement. Donc c'est des unités qui coûtent pas très cher sur la durée, mais qui ont une indépendance et une action sur le terrain qui échappent un peu au contrôle gouvernemental, donc qui sont dangereuses pour l'image de marque si jamais elles commettent des exactions ou si elles ne sont pas dans l'optique politique voulue. Donc pour nous, Français, compte tenu de nos effectifs, je pense que ce n'est pas une solution viable pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de développer nos propres effectifs de l'armée régulière. Les réservistes, les forces réservistes, d'accord.
Oui, parce en Ukraine, on voit les forces de Wagner. D'ailleurs, il y a d'autres sociétés militaires privées, moins connues parce que plus petites, mais il y en a. Wagner a fait des petits, comme dirait Régis Le Sommier. Elles ont accès aux blindés d'infanterie, aux chars, à des obusiers, enfin à toute la panoplie d'une armée régulière sur le champ de bataille. Ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est certainement l'expression d'un déficit que possédaient les Russes en effectif, et que partant de là, trouvant du fantassin, et que le fantassin seul aujourd'hui, ça ne peut pas se concevoir. Le combat, c'est un combat interarmes et interarmées. Et donc, si vous voulez que les unités fournies par Wagner soient utiles sur le champ de bataille, il faut leur donner cette gamme de moyens interarmes. Mais c'est extrêmement curieux de voir une telle force se développer en parallèle sur un théâtre d'opération aussi important que l'Ukraine pour les Russes, une telle armée privée avec un tel niveau d'armement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me surprend. On sait que les Russes, dans cette opération spéciale, dans cette guerre, s'attaquent à des centres urbains très importants. Il y a eu Mariupol, là il y a Bakhmout, comment est-ce que vous jugez l'action militaire russe? Ce qu'on a dit que Mariupol était détruite à 90%, à 80%, etc. Est-ce que, et que les Ukrainiens ont fait des Festung, ont fait de ces centres urbains des places fortes, sachant qu'à Mariupol, ils auraient des difficultés, voire une impossibilité à un moment donné d'être ravitaillés, etc. Est-ce que tout ce qui s'est passé pouvait se passer différemment, ou est-ce que finalement c'était la guerre urbaine, finalement c'est le cadre de la guerre urbaine moderne, c'est-à-dire de la destruction intégrale Alors oui, c'est une excellente question dans la mesure où nous, par exemple, pendant la Grande Guerre, vous avez sur le front occidental 400 divisions qui s'affrontent, en disons 200 de part et d'autre, avec des petites modulations d'effectifs. C'est-à-dire, c'est des millions d'hommes qui s'affrontent dans un combat linéaire sur un front de 700 km et qui a exclu quasiment les villes. C'est un combat qui se passe dans les champs et ça a été la volonté des belligérants de s'affronter sur un champ de bataille. Le fait que la densité des armes était telle, ils n'ont pas pu continuer une guerre de mouvement, ils se sont enterrés. Là où ils étaient, ils se sont enterrés. Donc, des guerres à haute intensité peuvent effectivement aboutir à des combats différents si vous appuyez sur les villes ou si vous appuyez sur un système de fortification de campagne. La réalité d'aujourd'hui, c'est que vous avez quand même, notamment en Ukraine, mais c'est encore plus vrai pour nous, une présence urbaine très très importante dans nos pays qui font qu'il est quand même difficile d'échapper au combat urbain. L'étendue des villes, l'étendue des concentrations humaines font qu'il est difficile d'échapper au combat urbain. Mais il y a une façon de concevoir la guerre qui peut s'appuyer sur les combats urbains pour faciliter la défense. Mais là, c'est un choix que vous faites. C'est-à-dire que le fait de s'accrocher aux villes, vous entraînez de facto la destruction des villes. C'est-à-dire que dès l'instant où vous battez dans la ville, elle sera détruite. Et comme les Russes ne font pas dans la dentelle lorsqu'ils ont une guerre à mener, ils n'hésitent pas à utiliser massivement leur artillerie pour préserver leurs hommes et pour conquérir par le feu l'espace. Et on est revenu au principe de la Grande Guerre, hein, j'y fais souvent référence. L'artillerie gagne la bataille et l'infanterie occupe le terrain gagné par l'artillerie. Donc c'est un peu le schéma que l'on voit en Ukraine. Donc le rôle déterminant de l'artillerie font que les villes sont détruites. Alors maintenant, je ne connais pas suffisamment le théâtre ukrainien techniquement pour savoir s'il y avait d'autres possibilités de faire la guerre du côté ukrainien pour éviter les destructions des villes. Mais c'est un schéma que l'on retrouve en Syrie, c'est un schéma qu'on a retrouvé en Irak avec la bataille de Falloujah, où la ville a été rasée aux 3/4. Et c'était les Américains qui menaient l'action avec les forces irakiennes qui étaient de leur côté. Dès l'instant où vous rentrez dans un cycle urbain, la ville, elle est rasée, détruite. Que vous soyez russe ou américain, ou
les combats urbains sont toujours quelque chose d'extrêmement destructeur parce que l'adversaire peut s'accrocher à tous les immeubles, peut s'accrocher à tous les moyens que propose une ville, les égouts, etc., qui font que ça devient une ville extrêmement difficile à vaincre, à conquérir, et donc la destruction est quasi systématique. Et on voit que pendant la Seconde Guerre mondiale, au départ, les Russes ne se sont pas accrochés dans les villes. Les Soviétiques ne se sont pas accrochés dans les villes. Ils ont laissé les Allemands manœuvrer en terrain libre, ils ne se sont pas accrochés aux villes, et c'est là où ils ont eu les grandes masses de prisonniers pendant la campagne de 1941. Et en fait, Stalingrad marque, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Stalingrad, c'est la grande bataille dans la ville. C'est la première fois où l'armée allemande en Russie se heurte à une très grande ville et que les combats se font dans la ville. Et c'est là où ils perdent. Et c'est peut-être cette leçon-là que les Ukrainiens ont retenue. C'est-à-dire que si vous engagez l'adversaire dans un combat urbain, ben vous générez forcément un enlisement. Et cet enlisement est consommateur d'hommes, etc., etc. En revanche, lorsque c'est sur votre propre champ de bataille, dans votre propre pays, vous assumez une destruction qui est très importante. Mais est-ce qu'ils avaient les moyens de faire autrement, les Ukrainiens? J'en suis pas sûr. Donc c'était intelligent de leur part, courageux de leur part, mais voilà, c'est quelque chose qui a des conséquences pour la population civile qui est très importante. On se souvient au départ de cette guerre, des colonnes de chars, de blindés russes qui descendent en file indienne sur les autoroutes menant à Kiev, avec les revers tactiques qu'on connaît. Est-ce que, avec le recul quasiment d'une année, est-ce que vous pensez que les Russes ont compris, ont tiré des enseignements de ces erreurs tactiques, et est-ce qu'ils ont su s'adapter à cette guerre? Je pense que les Russes, historiquement, font en général des très mauvais débuts de guerre. On l'a vu pendant les campagnes révolutionnaires et impériales. L'armée russe commet des erreurs à des structures quelquefois qui sont inadaptées ou vieillottes ou adaptées à leur pays, qui font que, en général, les premiers temps de la guerre se passent mal. En revanche, ils ont toujours su s'adapter et tirer les conséquences de leurs propres erreurs. Et ils s'adaptent. Et comme ils ont une résilience, comme on dit aujourd'hui, très importante, c'est-à-dire qu'ils surmontent les difficultés, les pertes humaines, et ils continuent à mener leurs actions. Donc ça, c'est leur force principale. Je pense que l'analyse stratégique initiale des Russes a été très mauvaise. Ils ont cru arriver dans un pays qui s'effondrait comme un jeu de cartes. Ils ont fait une sorte d'Anschluss à l'allemande, en pensant qu'en montrant du blindé en nombre, ce serait suffisant pour faire craquer les Ukrainiens. Mais ils sont tombés sur un pays, et en tout cas une population déterminée à lutter. Et donc, lorsqu'on constate que dans les transports de troupes qui ont été engagés dans cette première partie de la campagne, il n'y avait pas de soldats à l'intérieur, donc c'était finalement des forces qui n'étaient pas proportionnées par rapport au nombre de blindés utilisés. Et donc l'infanterie n'a pas pu débarquer pour protéger les blindés, ce qui a suscité toutes ces pertes. Parce qu'un blindé, un transport de troupes sans troupes, c'est une boîte vide. Et c'est là que l'erreur a été commise.